Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 9 septembre, j'étais l'invité de BFM TV pour un débat avec un député macroniste, un député du Rassemblement national, mais aussi un constitutionnaliste et une chef d'entreprise sur la question du mouvement du 10 septembre, mais aussi la situation d'instabilité politique. Je vous laisse regarder cette émission. Je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et je vous retrouve à la fin. Vivement demain, monsieur Léaumont, monsieur le député Léaumont. Vivement demain, oui, ce mouvement du 10 septembre, vous le savez, nous on le soutient depuis le début et je pense qu'en réalité on n'aurait pas obtenu la démission de François Bayrou sans ce mouvement du 10 septembre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bayrou a décidé de convoquer un vote de confiance le 8, sachant qu'il y avait le mouvement du 10 et notamment des appels à la grève générale et au blocage. Je pense que la stratégie de François Bayrou, c'était de se dire, si jamais je perds le vote de confiance, ça va affaiblir le mouvement du 10 septembre, banco. Si jamais je gagne le vote de confiance, ça va affaiblir le mouvement du 10 septembre, banco aussi, et j'ai une légitimité parlementaire renouvelée. Or, ce qui se passe, c'est que ce mouvement du 10 septembre ne semble pas affaibli, au contraire, il y a des gens qui participent par des formes diverses, il y a des actions de blocage. Vous parlez beaucoup des actions de blocage, mais vous ne parlez pas des actions du type grève de la consommation, qui sont des actions fortes, nouvelles. Et qui seront quand même plus difficiles à quantifier. Bien sûr, voilà, à mesurer. Plus difficiles à quantifier, mais en même temps plus faciles à réaliser pour un certain nombre de personnes. Mais de toute évidence, il n'y aurait pas eu de retrait de M. Bayrou sans ce mouvement du 10 septembre. Et c'est pas la personne de M. Bayrou qui est en cause, c'est le programme politique qui voulait être mis en œuvre, c'est-à-dire faire travailler les Français 2 jours de plus gratuitement quand on ne demande aucun compte aux plus riches de notre pays qui se sont gavés dans les dernières années. C'est un mouvement que vous avez récupéré avant même qu'il commence. Est-ce que ça ne va pas d'ailleurs limiter non, ça je veux tout de suite vous dire, nous on ne cherche pas à récupérer un mouvement. Ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on était en appui d'un mouvement qui est un mouvement populaire de revendication sociale et on est en accord avec le fait que ce mouvement appelait ça lui a donné une couleur très politique. Non, pas forcément. Alors que mais quand je regarde ceux qui ont lancé ce mouvement disent au contraire, nous on est plutôt hors politique, apolitique, certains ne votent pas, ne votent plus. Mais c'est très important que ça le reste. Et vous remarquerez que nous on a décidé d'appeler à soutenir ce mouvement. Mais en réalité, s'il prend cette coloration peut-être pour certains plus à gauche, c'est parce que ceux qui sont à droite, ils n'appellent pas à le soutenir. Enfin, moi j'ai entendu au Rassemblement national des gens dire c'est pas notre rôle d'organiser des manifestations. Oui, mais ceux qui vont participer ne sont pas forcément des électeurs d'insoumis. Mais précisément, des artisans, des chefs d'entreprise. Et justement, c'est exactement ce que je vous disais. Et je suis totalement en accord avec ce que vous disiez, madame. Je pense que désormais, le problème qui est posé, il est à l'Élysée. Et la responsabilité personnelle de M. Macron, si c'était un chef d'État digne de ce nom, c'est de comprendre que c'est lui qui pose problème. Parce que c'est pas seulement nous qui le disons. Moi, j'ai entendu Madame Pécresse, Monsieur Raffarin, Monsieur Copé appeler à la démission du président de la République. Je suis désolé, ils sont pas de gauche, ils sont plutôt du bord opposé, ils sont de droite. Donc ça veut dire que c'est un état d'esprit. Monsieur Raffarin. Non, c'est vrai. Il expliquait que la logique voudrait que si c'est bloqué au niveau de l'Élysée, en disant qu'il respectait la fonction, qu'il n'appelait pas. Le général de Gaulle, quand il avait perdu un référendum, avait démissionné. Là, il avait mis sa démission dans la balance. Monsieur Macron, il a quand même perdu 3 fois les élections, une fois aux européennes, 2 fois aux 2 tours des élections législatives. À un moment donné, il faut savoir partir. Il a gagné la présidentielle. Joël Dagossiri, ce mouvement, la Bloquons tous, c'est un mouvement qui vous intéresse. Vous allez y participer demain? Je vais y participer et comme l'a si bien dit Monsieur Léaumont, c'est que je vais y participer pour la première fois déjà, un mouvement social, c'est la première fois. En tant qu'entrepreneur. Et aussi, je vais faire ce qu'on dit la grève de la consommation, puisque je ne souhaite pas me rendre dans la rue. Je vais apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est justement ce qu'il y a de nouveau, c'est que des gens qui se sentaient complètement, pas concernés d'habitude par tous les mouvements sociaux, se disent comment je peux faire, moi, à mon simple niveau, pour soutenir ne serait-ce qu'un petit peu le mouvement. Donc c'est vrai que nous, les entrepreneurs, si on travaille pas, on mange pas. C'est très clair, c'est factuel. Donc du coup, on a choisi de plutôt se dire on n'utilisera pas la carte bleue. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je vais travailler, mais je ne consommerai pas. Et ça c'est la première chose. Mais ensuite, il y a quelque chose, c'est que vous dites que vous venez en soutien du mouvement et vous appuyez le mouvement. Je dis c'est bien gentil, mais dans ce mouvement, il y a nous. Et de manière générale, c'est vrai qu'on n'est pas très LFI compatible, puisque ce qu'on demande, c'est une réduction des charges, c'est moins d'impôts, c'est une maîtrise de la dépense publique. Et comment vous faites pour venir en soutien d'un mouvement qui est aussi, j'ai envie de dire, aussi large dans ses revendications, même si à la fin, c'est que on demande tous à manger à la fin du mois. Donc ça, c'est très commun. Mais les modalités d'accès aux revenus sont pas les mêmes. Donc moi, ça m'agace un peu. Je suis désolée de vous dire comme ça, mais ça m'agace un peu que vous veniez en soutien d'un mouvement. J'aurais aimé que vous
soyez vraiment complètement en retrait, en observateur de tous ces Français qui se sont rassemblés, et notamment de Français qui d'habitude ne se manifestaient pas, plutôt que vous disiez, nous on vient en soutien. Voilà, ça, je vous avoue, ça m'agace un peu. Je peux répondre sur ça? Ouais. Et il y a effectivement une difficulté, c'est que moi je partage l'ensemble des mots d'ordre, mais même les mots d'ordre que vous avez donnés. Dans notre programme... Moins d'impôts? Oui. Moins d'impôts pour les entreprises. Moins d'impôts pour les petites, moyennes entreprises, plus d'impôts pour les grosses. Moins d'impôts pour les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, plus d'impôts pour les personnes qui gagnent plus de 4 000 euros par mois. Aujourd'hui, dans notre pays, les petites et moyennes entreprises payent en pourcentage plus d'impôts que les grandes entreprises. C'est pas normal. Pourquoi les multinationales américaines comme Amazon, par exemple, payent pas leur juste part d'impôts en France? C'est pas normal. C'est ça qui choque les gens. C'est qu'il y a des gens qui payent gros alors qu'ils sont petits, et que les petits et que les gros ne payent pas leur juste part d'impôts. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent. Mon souci, c'est je ne suis pas d'accord avec le fait que des gens s'enrichissent considérablement, tandis qu'il y a des gens qui meurent de faim dans la rue. Aujourd'hui, il y a des gens qui sautent des repas alors qu'ils travaillent. Donc le travail ne rémunère pas assez. C'est la raison pour laquelle, si on change le système d'imposition, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises, et qu'en même temps, on pousse à une augmentation générale des salaires, alors les gens ont un niveau de revenu suffisant, et en même temps, l'économie se remet à tourner. 53%, j'en terminerai par là, 53% de la croissance de notre pays, elle est tirée par la consommation populaire. Donc, le sujet, c'est la question des salaires. Moi, j'ai une difficulté, c'est je soutiens ce mouvement, et en même temps, j'ai pas envie de faire ce que vous dites. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'il soit estampillé la France insoumise pour le prétexte qu'on est des gens qui appellent à soutenir des mouvements sociaux, mais on le fait tout le temps, soutenir les mouvements sociaux. Charles Sisson-Stubb, vous êtes inquiet pour demain ou pas? Ou vous êtes impatient surtout de savoir qui va aller à Matignon? Écoutez, les deux sujets sont importants. La mobilisation du 10 septembre, elle est annoncée depuis plusieurs semaines. On a le droit de manifester en France. La France est une république démocratique, c'est un droit constitutionnel. Donc toutes les Françaises et tous les Français qui ont envie de s'exprimer demain ont le droit de faire valoir. C'est pour vous dire des choses pas gentilles, hein, parce que les mots d'ordre vont être Macron démission. Hein. Quand on fait de la politique, il faut se préparer, entendre des choses. Vous avez vu derrière les affiches qu'on voit fleurir. Antoine Léaumont s'exprimer. Bloquons tout, grève générale. En haut, ils ne peuvent plus. En bas, on n'en veut plus. Il est parti, il doit partir. Bien sûr, c'est Lénine, ça. Comment? C'est Lénine, hein. Oui, tout à fait. En haut, on ne peut plus, en bas, on ne veut plus. Oui, je sais, c'est d'ailleurs l'affiche rappelle l'iconographie anticommuniste. Ce mouvement, on a le droit de manifester dans le pays, donc les personnes qui veulent manifester dans le respect des règles fondamentales de ce qu'est une manifestation ont le droit de le faire. Et Bruno Rataillot a rappelé d'ailleurs le cadre dans lequel ces manifestations doivent avoir lieu, et notamment le fait que, bien sûr, des débordements violents... 80 000 policiers et gendarmes mobilisés ne seront pas tolérés. C'est beaucoup. Hein. Le ministre de l'Intérieur fait son travail. Enfin, je veux dire, là, c'est toujours le même débat. C'est-à-dire que si on avait un dispositif qui n'était pas important, on lui dirait pourquoi est-ce qu'il ne prévoit pas un dispositif? Ça dit l'inquiétude des autorités. Non, mais il y a toujours, dans toute manifestation, il y a un service d'ordre, il y a un dispositif, il y a des forces de l'ordre qui sont prévues. La semaine dernière, je vais au bout de ma question. C'est-à-dire que la semaine dernière, une note du renseignement pariait sur la participation de 100 000 personnes, 80 000 policiers gendarmes pour 100 000 personnes. C'est beaucoup. C'est un par personne. Voilà, c'est quasiment un par manifestant. Nous verrons demain. En tout cas, le fait qu'il y a un nombre important de compatriotes qui veulent s'exprimer le 10, je veux dire, ça, on le sent depuis plusieurs semaines. Ensuite, il y a l'autre sujet, qui est le sujet plus politique parlementaire, c'est qu'il faut trouver un nouveau gouvernement pour succéder à François Bayrou. Et moi, je veux quand même faire valoir un point de vue différent, parce qu'il y a aussi des millions de Français dans notre pays qui disent que leur souhait, c'est d'avoir de la stabilité. Et moi, je l'ai beaucoup entendu chez moi ce week-end en Alsace. Beaucoup de personnes, qu'elles soient de droite, de gauche ou du centre, disent: trouvez un moyen de fonctionner pendant quelques mois, mettez-vous d'accord, il faut qu'un budget soit voté pour 2026, quitte à ce que vous fassiez un certain nombre de compromis, que vous lâchiez sur négocier avec la gauche. Bien sûr, il faut négocier avec les socialistes, moi je le dis clairement. Et c'est aussi une demande forte de beaucoup de Français. Je ne sais pas si c'est les Français qui manifesteront demain. C'est pas ce que dit notre sondage. Hein. Mais il faut aussi les entendre. Donc, la stabilité, elle est fondamentale pour le pays. Elle est fondamentale également, je crois, pour les entreprises. Notre sondage, il dit, pour constituer le prochain gouvernement, les Français privilégient un gouvernement technique, 71%. Donc ils ne veulent même plus de politique. Oui, mais
qu'est-ce qu'on veut dire par technique? Je veux dire, à partir du moment où il y a un gouvernement, c'est ça que ça veut si vous dire. voulez, à partir du moment où il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre, il y a des ministres, ils ils veulent sont plus responsables dans le ils Parlement. veulent des experts, des techniciens. Tout gouvernement est politique. Enfin, tout gouvernement est politique, même s'il y a des experts, des techniciens, des hauts fonctionnaires. Tout gouvernement est politique. Il y a eu dans l'histoire européenne, par exemple en Italie, Mario Draghi, c'était pas un politique, c'était plutôt un technicien, un expert. Pour moi, ce sont des gouvernements. Tout gouvernement est politique. Il faut une politique de droite. Alors, technique, ça veut dire de droite. Attendez. Ça veut dire de droite et politique. Monsieur, je vous renvoie presque dos à dos, pardon, mais je vais le faire à la manière d'Emmanuel Macron. Parce que le problème, c'est qu'Emmanuel Macron décide avec qui il discute et qui n'est pas dans ce qu'il appelle l'arc républicain. Et pour Emmanuel Macron, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, ils ne sont pas dans l'arc républicain. Donc c'est compliqué. Il choisit toujours la même voie, quoi, en fait. Il choisit toujours la même voie. Et dès lors, il ne s'appuie plus aujourd'hui que sur un groupe qui peut faire la pointe, qu'est le groupe socialiste. Or, on sait que le groupe socialiste a des intérêts stratégiques. 66 députés à l'Assemblée, il faut le rappeler aussi. Ça va être fondamentalement divergent. Alors il y a possibilité de s'appuyer un petit peu sur l'Elliott, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux, ils ne sont pas du tout unis. Le problème du groupe socialiste, c'est qu'en effet, si jamais il devait tendre la main à la majorité demain, eh bien, ce ne serait que si on lui faisait un gros cadeau, parce que derrière, il y a des municipales. Et si le PS perd des grandes villes, Paris, Lille, etc., il va être très compliqué pour lui de se projeter demain. Et je sais ce que va nous dire M. Léaumont. Il va nous dire, regardez, eh bien, le Parti socialiste irait à la gamelle, il trahirait. Et ça, les électeurs de gauche peuvent l'entendre, auquel cas, eh bien, pour les socialistes, tendre la main, c'est très coûteux. Le problème, c'est que si vous faites un gros cadeau aux socialistes, qu'est-ce qui se passe? Écoutez Laurent Wauquiez hier. Il disait à la tribune de l'Assemblée nationale, non seulement François Bayrou ne fait pas d'économie, en tout cas, il n'en fait pas assez. Et donc, entre ce que veulent les LR et ce que veulent les socialistes, c'est relativement incompatible et ça atteindrait les gènes du nationalisme. C'est très compliqué, très difficile. Que ce soit Sébastien Lecornu ou Yael Braun-Pivet, il aura fort à faire. Monsieur Léaumont. C'est pour ça que je pense que les Français sont agacés. C'est-à-dire, là, à entendre ce qui se passe, donc on est en train de négocier ici des postes de ministère, ici, attends, passe-moi une municipale ici, je te passe un ministère là-bas. Ça, c'est ce qui dégoûte les Françaises et les Français. Nous, depuis des années maintenant, on propose de passer à une 6e République. Alors j'entends qu'il y ait plein de gens qui se disent « Ah oui, mais quand même, la 5e République, on nous disait avant, ça apporte de la stabilité. » Pardon, la stabilité, la 5e République, vous voyez l'état dans lequel est mis le pays par la responsabilité d'un seul, par la responsabilité d'Emmanuel Macron qui a décidé de faire une dissolution qui n'a pas respecté le résultat des urnes. En même temps, c'était compliqué, il faut être honnête. Il y a eu 3 blocs, il n'y a pas eu de majorité claire qui s'est dégagée. Ouais, mais il y avait les Français qui l'ont voulu, le Front républicain. Non, il y avait un groupe qui était arrivé en tête. La logique dans n'importe quel régime parlementaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une coalition qui arrive en tête, on donne le pouvoir à la coalition. Pourquoi M. Macron n'a pas voulu donner le pouvoir à la coalition du nouveau Front populaire? Parce que par décret, on aurait pu faire l'augmentation du SMIC et l'abrogation de la réforme des retraites. Et ça, M. Macron n'en voulait pas. Donc, il convoque des élections pour avoir une respiration démocratique. Il y a une respiration démocratique et il n'écoute pas le résultat des urnes. Attendez, juste sur ce point, il a raison, M. Léaumont, par décret, ça aurait pu passer ou pas? Il y a une dispute du juridique sur le sujet, mais il y avait moyen d'avancer de manière assez substantielle. Oui. Donc, c'est le président qui signe les décrets, finalement. Alors, les décrets, ils peuvent être pris soit par le gouvernement, soit en Conseil des ministres, auquel cas il y a un veto présidentiel possible, mais la plupart des décrets sont pas pris en Conseil des ministres. Vous imaginez Emmanuel Macron faire un veto présidentiel sur l'augmentation du SMIC? Ça, il ne pouvait pas. Enfin, il n'y a pas de... Donc il fait quoi? Il est obligé d'entendre le résultat des urnes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, juste pour finir sur ça, la seule solution, c'est la démission du président de la République. Justement, on va aller à l'Élysée. Pardon, on va continuer la discussion. On va aller à l'Élysée retrouver Mathieu Coache en direct pour BFM TV, parce que c'est bel et bien à l'Élysée maintenant que va se décider la nomination du prochain chef de gouvernement, Mathieu. Oui, et si je vous dis qu'on est peut-être en train de revivre exactement la même chose que la fois précédente, il y avait un scénario qui semblait assez clair il y a encore quelques heures. Emmanuel Macron voulait aller vite, il voulait nommer un nouveau Premier ministre dans la foulée de la démission de François Bayrou, qui a eu lieu, je vous le rappelle, à 13h30 précisément. Le nom qui était de loin le plus cité, comme il y a 9 mois d'ailleurs, c'était celui de Sébastien Lecornu, proche parmi les proches, ministre des Armées. Ça, c'était le plan A, sauf que comme toujours, eh bien, il y a des ambitieux qui jouent leur va-tout jusqu'au dernier moment. La dernière fois, c'était François Bayrou qui avait réussi à convaincre Emmanuel Macron de le nommer au tout dernier moment. Et bien cette fois-ci, il semblerait que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, tente aussi de gagner sa place à Matignon. Et puis il y en a un qui n'a pas dit son dernier mot non plus, c'est Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui revient dans la course sur cette liste sur laquelle travaille le président de la République. Alors la réponse, elle pouvait arriver aujourd'hui par voie de communiqué vraisemblablement, sauf que c'est de moins en moins probable. On attend évidemment d'en savoir plus du côté de Matignon et surtout du côté de l'Élysée.
Merci Mathieu Coache en direct de l'Elysée avec Jean-Baptiste Margotta. Ce qui est assez extraordinaire, Néla Latrousse, c'est que finalement, le président Macron recommence toujours finalement le même schéma, puisque, bon, alors ça sera soit Darmanin, Le Cornu ou Braun-Pivet, enfin c'est le bloc central, il n'y a pas grande différence, c'est la même couleur politique, donc il va tenter de nouveau d'imposer un bloc central qui semble de plus en plus rejeté par les Français. C'est facile, j'allais dire, de vouloir se réinventer, mais c'est difficile à l'exercice des faits. Mais pourquoi? Parce qu'il veut à tout prix quelqu'un infidèle à Matignon? Non, il a d'abord, c'est le tempérament qui est décrit par ses proches, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne prend des décisions que s'il est vraiment dos au mur. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'urgence absolue. S'il n'y a pas de Premier ministre nommé ce soir, il n'y a pas d'écroulement de la France, il n'y a pas de drame absolu. Donc se laisser ces quelques heures, c'est en général ce qu'il fait, avec par moments des heures qui deviennent des jours et parfois des semaines. Sauf que là, je vous l'expliquais tout à l'heure, il a vraiment pas. Enfin, le contexte politique ne lui permet pas d'avoir les mêmes marges de manœuvre et de diluer le temps comme il le fait habituellement, sauf à prendre le risque d'une nouvelle rupture avec ce que souhaitent les Français et ce que l'on perçoit des ferments de l'opinion. Mais Mathieu l'a formidablement bien expliqué. Dans un remaniement, il y a la première idée à laquelle on pense. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui passent des coups de fil, qui appellent le président pour lui dire « j'ai discuté avec un tel, je pense qu'il y a peut-être cette option à envisager que l'on n'a pas envisagée ». Et les deux noms cités, Yaël Braun-Pivet ou Gérald Darmanin, présentent des intérêts par rapport à un Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, il n'y a pas une grande différence entre les trois pour les Français. Hein. Les Français, c'est les mêmes pour les Français. Lecornu, Darmanin, Braun-Pivet, je ne suis pas sûr qu'ils identifient de grandes différences. Alors pour dire, dans le sondage ELAB, le nom de Gérald Darmanin et le nom de Sébastien Lecornu sont testés. Et s'il reste très largement minoritaire dans le souhait des Français, Gérald Darmanin est un peu plus souhaité à la place de Premier ministre que Sébastien Lecornu, sans doute parce qu'il est un peu plus connu et qu'effectivement, il a été ministre de l'Intérieur. Mais dans la tête du président ou de ceux qui le conseillent, Sébastien Lecornu présente l'avantage du ministre des Armées. Donc, quand vous avez dramatisé la situation en expliquant que la France risquait de tomber dans le précipice si elle ne trouvait pas de budget, l'homme des guerres, finalement, ça fonctionne pas trop mal en termes de profil. Il a traversé l'ensemble des gouvernements, il a fait le grand débat, il est malin, il parle à tout le monde, il est proche du président, le président l'apprécie, donc se dit que peut-être il y aura une plus grande fluidité avec Matignon. Yaël Braun-Pivet, elle préside une assemblée en théorie imprésidable, je ne sais pas si le terme existe, mais elle arrive à faire en sorte que dans les conférences de présidents, elle a tous ces partis qui normalement ne se parlent pas et qui sont en conférence des présidents toutes les semaines, réunions organisées autour de la présidente de l'Assemblée pour essayer de régler des problèmes de fonctionnement du Parlement. Et de manière générale, ça fonctionne un peu mieux que pendant les mandats précédents. Il y a moins d'esclandres que par le passé. Gérald Darmanin, il a lancé sa boutique populaire, il dit... Moi, je suis le bon sens du Nord, je parle avec la gauche, je connais les grands socialistes de ma région, ça peut marcher aussi, et puis la droite ne me rejettera pas. Donc c'est tout cela qu'on met dans un shaker et qu'on essaye de faire aboutir à un... Le spectre est quand même assez réduit, donc on hésite entre, si on croit les informations de Mathieu Coache, entre Gérald Darmanin, Yaël Braun-Pivet et Sébastien Lecornu à l'Élysée. On hésite entre Macron fort et Macron light. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Je suis d'accord. Je suis désolée. Tout ça, pour moi, j'entends Macron. Darmanin un peu moins que les autres, ou Lecornu un peu plus fort que les autres, mais j'entends Macron. Et s'il y a quelque chose qui a été clair, j'ai voté Macron. Donc voilà, je le dis, j'ai voté Macron en 2017 par conviction, en 2022 par dépit. Donc c'est pas quelqu'un qui était hostile au président de la République qui vous parle. C'est une déçue, complètement déçue. Il y a une chose qui a été très claire dans le vote, dans le dernier vote, c'était non à Emmanuel Macron. Même si l'Assemblée a fait 3 blocs, c'était quand même clair. Les 2 blocs, les 2 gros blocs, les oppositions sont majoritaires. Emmanuel Macron. Et quelque chose qui est, oui, et quelque chose qui est très clair dans le mouvement de demain, dans lequel on va participer plus ou moins, c'est aussi on en a assez de la situation dans laquelle la France est et aussi un peu assez d'Emmanuel Macron. Donc la réponse, ça peut pas être Emmanuel Macron. Enfin, c'est complètement... Pas d'Emmanuel Macron à Matignon, c'est ce que vous dites. Exactement, c'est pas logique. Vous l'entendez ça, vous, en tant que député macroniste? Bien sûr, et Madame l'a rappelé à l'instant, le résultat des élections en 2024, qu'elles soient les européennes ou les législatives anticipées, était clair, et il y a un message de défiance qui a été adressé à la majorité qui a gouverné pendant 5 ans
clairement, et puis les deux années de 22-24, c'était un peu plus compliqué. On était déjà en majorité relative. Je voulais quand même ajouter, ça permet de répondre à LFI, au RN qui appellent tous dissolution ou destitution. Moi, je suis quand même très étonné par ces appels-là. Pourquoi ? Parce que nous avons un président de la République, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui a été réélu il y a 3 ans et demi à peine. Enfin, qui a dissous. Non, mais qui a été réélu il y a 3 ans et demi. Lui-même la Constitution prévoit que son mandat est de 5 ans. Et la dissolution, arrivons-en. Les élections législatives ont eu lieu en juillet 2024, c'est-à-dire il y a moins d'1 an et demi. Cette Assemblée nationale est légitime. Les 577 députés qui siègent, que je sois en accord ou en désaccord avec les collègues, sont le reflet aujourd'hui de l'état du pays et de l'état d'esprit des Françaises et des Français. Et donc il n'y aurait aucun sens. Quelles sont les options constitutionnelles qui s'offrent au président ? Il n'y aurait aucun sens à ce qu'une assemblée qui a été élue il y a moins de 2 ans soit dissoute. La seule option, c'est de trouver des compromis entre. Mais vous n'y arrivez pas. Attendez, je termine juste 2 premiers ministres. Je termine juste. Il est parfois utile d'avoir des élus alsaciens dans une assemblée. Depuis le début du quinquennat de 2022. Je veux quand même le rappeler. Attention, l'exemple. Je veux quand même le rappeler. Je suis élu alsacien. Oui. Nous avons 2 voisins qui sont la Suisse d'un côté et puis surtout l'Allemagne de l'autre. En Allemagne, on fonctionne depuis des décennies en coalition. C'est-à-dire qu'à l'issue des élections, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Il n'y a pas un président et le suffrage universel. En fait, vous mélangez tout. Non, mais je mélange pas. Pardon. Mais parce que chez nous, c'est le président qui a le pouvoir et s'il était le suffrage universel. Il y a quelque chose, Monsieur Truchot, il y a quelque chose de contradictoire. Il y avait une solution. Il y a quelque chose de contradictoire avec le fait qu'il y ait aussi beaucoup de Français et beaucoup de gens qui appellent à la proportionnelle. De fait, nous avons une assemblée qui ressemblait peu ou prou à ce que serait une assemblée élue à la proportionnelle. Vous n'êtes pas lié. Et ce que nous n'avons pas réussi à faire depuis 3 ans, c'est de passer des accords minimaux sur les sujets fondamentaux, dont le budget, on va dire, entre la gauche, le centre et la droite de gouvernement. Et si ce qui doit être fait, cet hiver, il faut un accord minimal sur le budget. Il y a un oubli majeur. C'est que tous les budgets ont été imposés par des gouvernements qui sont minoritaires, par 49.3. Si on avait laissé faire l'Assemblée nationale, c'est là que se fait le consensus, le compromis, ce que recherchent les Français, d'accord entre des groupes politiques qui n'ont pas d'accord Depuis 2022, tous les budgets sont passés par 49.3. Il faudrait bien que chacun se rappelle que c'est ce qui s'était passé pour le budget 2024. Pour la première fois de ma vie, j'ai voté pour un budget. Pour la partie recette du budget. Parce que nous avions obtenu 60 milliards d'euros supplémentaires. C'était délirant, monsieur Léaumont. Non, ce n'était pas délirant. Bien sûr, c'était délirant. Ce que nous avions fait, c'était récupérer une partie de l'argent qui a été donné aux plus riches. Donc vous voyez, monsieur Zistenstuhl n'était pas d'accord. Mais les taxes étaient délirantes. Non, c'était pas délirant, puisqu'il y avait eu un consensus à l'intérieur de l'Assemblée nationale, que nous l'avions voté, et que vous venez de dire que nous étions légitimes à le faire. C'est pas parce que vous êtes minoritaire que c'était délirant. Mais vous savez très bien, monsieur Léaumont, vous savez très bien qu'on ne construira pas de budget avec vous. La grande difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un Premier ministre et un Président de la République, enfin il y avait un Premier ministre, il n'y en a plus, mais il y a un Président de la République qui veut imposer de force sa politique. Or, ce n'est pas ce qu'ont dit les Français dans leur vote. Raison pour laquelle, nous, avec la France Insoumise, nous avons déposé une motion de destitution du président de la République. Parce que c'est un des outils constitutionnels qui permet de... Benjamin Morel voulait rajouter quelque chose rapidement. Oui, non, vous faites démissionner le président de la République aujourd'hui, ça ne donne pas un budget ni un gouvernement. Le président de la République, sous la Ve République, il a un pouvoir d'exception, mais en fait, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Et donc, faire démissionner le chef de l'État ne vous règle pas la crise politique. Vous faites une dissolution aujourd'hui, il y a 2 voies. Soit le Rassemblement national obtient une majorité absolue, c'est parce qu'il y a de plus probable, mais aujourd'hui, les enquêtes le permettent, soit vous avez encore plus de chaos politique. Et donc, si on s'enfonce dans la crise, je dirais, c'est pas à défaut de dissolution ou de démission, c'est parce qu'aujourd'hui, en effet, on n'arrive pas à construire des compromis, que ce soit entre la gauche et le centre ou entre la droite et l'extrême droite et le centre. Et dans ce cadre-là, je crains malheureusement que les solutions institutionnelles sorties du chapeau ne nous sortent pas de l'affaire. Antoine Léaumont, pour la France Insoumise, vous n'avez pas pris un risque en vous associant à ce mouvement? Vous n'auriez pas pu attendre le 18, qui est un mouvement plus classique, une journée d'action syndicale? Non, mais je pense qu'on a là la démonstration de pourquoi le peuple français ne peut pas compter sur le Rassemblement national.
Parce qu'il y a une mobilisation sociale demain et le Rassemblement national participe à l'ambiance anxiogène. Mais à cause de les vous. gens vont tout casser. C'est vous qui avez pourri la volonté de faire des sabotages, etc., etc. De quoi on a parlé comme type d'action? On a parlé de blocage, on a parlé de grève de la consommation. Vous aviez dit que vous n'étiez pas à la France Insoumise et que vous alliez participer à ces mouvements-là. Et nous, nous pas casser. Attendez, moi on a toujours appelé à faire des opérations qui soient des opérations pacifiques. Jamais vous n'entendrez une parole de quelqu'un de la France Insoumise qui dit il faut tout casser, il faut tout brûler. Jamais. Vous trouverez jamais ça nulle part. Mais pourquoi vos collègues ne veulent pas condamner les violences? Mais parce que monsieur, vous condamnez les violences avant qu'elles aient eu lieu. Vous êtes quand même spécial. Mais quand elles auront lieu, vous allez les condamner. C'est-à-dire que... Est-ce que 100% des députés LFI condamnent les violences? Ouais, monsieur, vous auriez condamné la prise de la Bastille. Ah, voilà. Donc il y a des violences légitimes, c'est ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que quand un peuple n'est pas respecté, vous savez ce qu'a dit Jean-François Copé? Il a dit, si on n'écoute pas les gens, ils vont aller chercher Macron à l'Élysée. C'est moi qui l'ai dit. C'est Jean-François Copé. Il est UMP. Il était UMP, il est LR. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a il cautionne pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable de comprendre la colère des gens. On a fait des manifestations pacifiques. Les Black Blocs, c'est pas de la colère sociale, les Black Blocs. Écoutez bien, on était 3 millions de personnes dans les rues, pacifiquement contre la réforme des retraites. 3 millions de personnes contre la réforme des retraites. La réforme des retraites est passée. Ah oui. Donc quand les gens manifestent pacifiquement, quand ils votent contre la réforme des retraites, on n'entend jamais rien. Ah donc on peut tout casser. Mais non, pas donc on peut tout casser. Je vous dis donc que c'est la logique d'un certain nombre de personnes de considérer que dès lors que les institutions ne fonctionnent pas correctement, alors... Oui, mais la rue n'a pas raison sur tout le monde. Non, mais justement, Monsieur Léaumont, je voudrais aller s'il y a des violences, est-ce que vous les condamnerez? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, vous les policiers, pourquoi vous ne vous joignez pas au mouvement? Parce que, comme je viens de le dire, déjà, on est hyper mobilisés. Oui, parce que vous ne vous joignez pas au mouvement. Il va vous répondre. Déjà, c'est notre travail, monsieur, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, qu'il y a des jours de manifestation et de grosses mobilisations comme ça. Moi, je ne fais pas de politique, mais... Vous n'êtes pas solidaire du mouvement. Laissez-moi finir. Je ne fais pas de politique, mais je ne crois pas avoir souvenir d'avoir entendu un député LFI apporter son soutien à des policiers blessés lors de manifestations. Montrez-les-moi, parce que moi, je ne suis pas pour qu'on blesse des policiers. On ne les connaît pas, mais encore une fois, je ne fais pas de politique. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que là, pour la journée de demain, sur les 80 000 policiers qui sont, et gendarmes qui sont mobilisés demain, il faut savoir qu'en région parisienne, donc en Ile-de-France, on a supprimé des congés pour beaucoup de policiers pour qu'ils puissent assurer la sécurité demain. Ils ne peuvent pas aller sur les manifestations, même s'ils en avaient envie. Ils sont mobilisés pour assurer votre sécurité. Est-ce que certains de vos collègues pourraient être solidaires de ce mouvement? Pardon, mais s'il n'y a pas de répression du mouvement, c'est pas un débat qui a eu lieu, Est-ce qu'il faudra porter une attention plus particulière au lieu de pouvoir demain, qui risque d'être visé? Écoutez, l'attention qui va être portée demain, elle va être un peu sur ces lieux de pouvoir, sur les bâtiments. L'Élysée, par exemple. Moi, je ne veux pas donner de cible, mais tout est. Il n'y a pas besoin de donner de cible. Oui, il n'y a pas besoin de donner de cible. Les slogans sont assez anti-Macron. Voilà, tout est sujet. Ça s'est déplacé d'ailleurs. Il y a quelques jours, c'était M. Bayrou, et puis aujourd'hui, c'est le président. Donc forcément. Alors justement, est-ce que le fait que François Bayrou ait démissionné à la veille de ce mouvement, est-ce que ça ne peut pas faire baisser un peu la tension? Il y a quelques personnes qui l'ont dit en interview, notamment à Nantes, où qui se posaient la question, est-ce que ça valait le coup encore de se mobiliser demain? Nous, la crainte qu'on a, c'est effectivement demain que ça se passe à plusieurs endroits, puisque c'est pour ça qu'on est énormément mobilisés pour répondre demain et être présent. Parce qu'encore une fois, qui a soutenu et qui, en fait, a des derniers remparts de la République, même quand il se passe des manifestations, c'est chaque fois les policiers qu'on envoie, parce que c'est les policiers qui vont faire face aux casseurs, comme monsieur l'a dit, parce que le risque, c'est ça aussi, qu'il y ait chaque fois les casseurs qui viennent se dresser, qu'il y ait des mutilations. Des violences qui soient... Attendez, Joël, mais les violences, elles sont des deux côtés aussi, parce que quand vous mutilez des gens, je suis désolé, c'est pas correct. C'est reparti. Ah oui, mais c'est pas correct. Je veux dire, quand il y a des gens... Attendez, il y a des gens... La police s'en prend. Le droit à manifester. En même temps, s'il vous plaît. On va pas aller sur ce débat-là, mais attendez, contrairement à ce que vous avez dit, je m'en prends à une doctrine de maintien de l'ordre qui conduit à ce qu'il y ait des gens qui soient mutilés dans des manifestations. Je crois pas que ce soit le sujet. C'est pour ça que je vous posais la question de la solidarité avec le mouvement. Parce qu'en fait, si les policiers étaient solidaires du mouvement, le mouvement dégage Macron directement. C'est tout. Comment ça dégage? Mais oui. Mais non, mais enfin, c'est pas très compliqué. Là, actuellement, ce gouvernement ne tient que parce que il y aura 80 000 policiers et gendarmes demain. Non, mais parce que... Ce que vous dénoncez, c'est un régime policier ou une dictature, là. Oui, exactement. Voilà, vous dénoncez une dictature. Demain, c'est une journée de dictature. Je dis pas une dictature, je dis un régime autoritaire. Et de fait, attendez, pourquoi est-ce que la réforme des retraites est passée?
Pourquoi? Alors qu'il y avait 3 millions de personnes dans les rues. Parce que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron aussi. Non, parce qu'une personne a décidé d'imposer seule sa volonté. Mais attention, en même temps qu'on rien. Monsieur le député, moi, je suis pas là pour compter les points entre le RN et LFI. Néanmoins, on peut pas laisser tout dire. Monsieur Léaumont, le président de la République a été élu régulièrement. Oui, il a battu, je vous le rappelle, il a battu Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle et il a battu Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc il est président de la République, qu'on soit pour ou contre lui, de façon légale, de façon légitime, de façon constitutionnelle. Il y a un gouvernement qui vient d'être renversé, il sera remplacé dans quelques jours, selon là aussi le processus constitutionnel tout à fait légal, mais de dire que demain il y a une manifestation qui peut dégager un président de la République ou qui peut dégager c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, un gouvernement légitimement élu et légitimement installé, c'est grave. C'est grave. Et juste pour terminer, ce sont des discours qui sont quasi insurrectionnels. Ce n'est pas acceptable d'entendre ça de la part d'un député. Et je pense qu'il faut le dire. Que Joël ait le mot de la fin, puisque Joël est solidaire de ce mouvement Bloquons tout, en faisant une sorte de grève de la consommation. Est-ce que vous craignez que les violences prennent le pas sur cette contestation et qu'on ne parle que de ça ensuite? Complètement. J'ai bien peur qu'au lendemain donc le 11 septembre au matin, on ne détaille dans les médias que le nombre de blessés, le nombre de vitrines cassées, le nombre de policiers blessés, le nombre de manifestants blessés, alors que j'imagine et j'espère que la minorité qui va tout casser, voilà, parce qu'il y en a toujours malheureusement, donc il y a des gens qui vont sûrement vouloir tout casser. J'espère que cette minorité ne va pas occulter le mouvement. Et ce que je regrette, c'est que le gouvernement ait une communication complètement anxiogène, très dure envers les gens qui vont se mobiliser demain, et que cette manifestation ne soit prise que sous l'angle sécuritaire, alors que on pourrait avoir aussi des paroles d'empathie. Hein, ça tue pas, je veux dire, ça mange pas de pain, mais malheureusement, on a encore des paroles ultra sécuritaires. On vous envoie 80 000 policiers, etc. Voilà, c'est dommage. Merci à tous pour cette première partie d'édition spéciale qui va continuer bien évidemment. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans ce débat vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Puis je vous invite aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que pour moi, c'est très utile, je les regarde. Et donc, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.